langage non décidable. Donc, quand vous lisez ça, vous dites que ça veut dire non décidable, pas clair. En fait, je t'aurais plutôt dit, ouais. Il y a une ambiguïté là. On a plutôt l'habitude de parler de langage non reconnaissable. Mais pour les machines de Turing, on utilise plutôt non décidable. C'est plus clair. J'ai dit c'était quoi? Il y a une différence très concrète. Décidable, ça veut dire on peut répondre oui et non. Oui, non. Oui, c'est dans le langage. Non, c'est pas. Donc, il change de focus, mon appareil photo, quand je mets la main. Du coup, vous voyez plus bien ce que j'écris. Il change de focus. Il faudra que je fixe le focus. Pour les automates définis, le langage de base, on avait vu non connaissable, c'est ANBN. Pour les automates à pile, c'est ANBN, CN. Et pour les machines de Turing, on a vu que ça devient d'un seul coup beaucoup plus compliqué parce que il faut faire intervenir parce que pas reconnaissable, ça veut dire ça suffit pas décidable. Ça veut dire un langage qui ne sera pas décidable, ça veut dire un langage tel que aucun algo existe qui peut automatiquement dire oui, non, pas décidable. Donc, NBN, c'est super simple. NBNCN, c'est super simple. Machine Turing, d'abord, on ne dit pas non reconnaissable, on dit non décidable parce qu'il faut dire oui et non, c'est deux choses différentes. Alors, dans ce cas-là, on s'en fout. Et ensuite, bah, non décidable, ça veut dire qu'il n'y a aucun algo qui peut résoudre le problème. Donc, on change d'échelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour exhiber un langage non décidable? Eh bien, ça va être un langage. Le premier truc, c'est recette. Recette pour construire
Un langage non décidable. Eh bien, ça se trouve, c'est le premier truc et le dernier truc, c'est enfin, premier truc. Il faut considérer un langage dont les mots représentent les programmes. Bah oui, parce que c'est difficile de prédire le comportement d'un programme. Donc, je vous ai déjà parlé du programme du problème du halting. On ne peut pas savoir si, a priori, si un programme va s'arrêter ou pas. Et ça, vous pouvez le comprendre. Vous pouvez le comprendre si les programmes que vous considérez sont écrits en C++. Ou en Java, dans un langage de programmation. Mais ce n'est pas obligé. Ça, ce sont des langages de haut niveau, d'accord? Et ils sont expressifs. On peut facilement, avec ce langage, programmer des trucs compliqués. Mais on peut programmer aussi avec une machine de Turing. Une machine de Turing, c'est aussi un programme. Alors, je vais le démontrer dans la suite du cours. C'est équivalent. Et beaucoup plus simple. On va voir dans les exercices, dans le TD, qu'on peut programmer avec des trucs encore plus simples. Les systèmes de poste, on va voir. Ça, c'est des systèmes qui font un peu peur parce qu'ils sont formels, mais ils ont l'avantage d'être beaucoup plus simples. Donc, si on considère les machines de Turing, c'est quand même le formalisme canonique, on va dire, qui marche bien, qui est facile. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour représenter un programme par un mot d'un langage? On représente un programme par un mot. Ben, il va falloir adopter un codage. Alors, si j'ai une machine avec 3 états, il va falloir que sur mon ruban, j'utilise une marque pour les états. Donc, j'ai 3 marques pour l'état 1, pour l'état 2, pour l'état 3. D'accord. Je peux numéroter les états aussi. Donc, je vais mettre 0, 1, non, 0, 0, 0, 1, 1, 1 pour dire c'est l'état. Et après, j'ai une suite de un autre marque pour séparer les liens. Et je vais mettre les liens
vers lequel je vais. Bon, celui-là, je l'appelle 0, 1, 2. 0, il va vers 1, 2, donc je vais mettre ici, il y a un lien vers 0, 1, un lien vers 2, 1 il va vers 2. Donc, je vais mettre ici seulement 2, et puis là, il n'y a rien. Voilà. Donc, ça ne suffit pas. Donc, bon, c'est bien gentil d'avoir un mot pour ce machine learning, mais notre propriété, en général, elle porte sur l'exécution de ces programmes. Non, le langage fait référence au comportement. Au comportement. À l'exécution. Dans le fameux programme du Halting, on dit ben, ce sont les mots qui présentent des programmes qui ne s'arrêtent pas une fois qu'ils sont lancés. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas seulement représenter un programme, il faut représenter un prog, une machine, plus son entrée. Donc, d'habitude, on a dans une machine Turing, on a juste un truc, d'accord, l'entrée. Là, maintenant, on va avoir deux trucs sur notre machine. On va avoir une MT avec une marque et son entrée. Notre entrée est en deux parties, d'accord. Et il va falloir si on veut savoir si la machine boucle ou pas, il faut l'exécuter. Voilà, exécuter une machine MT arbitraire. Mais on est intéressé, il ne faut pas perdre de vue qu'on est intéressé à construire un langage non reconnaissable par une MT. Donc, qu'est-ce qui va exécuter ça? C'est aussi une MT. D'ailleurs, on est en train de construire une MT. Donc, il faut pouvoir exécuter une MT arbitraire. Donc, il faut construire une fois un autre codage qui représente l'exécution. Il va falloir représenter la tête de lecture, où est-ce qu'elle est dans l'entrée, avec une marque spéciale. Donc, si mon entrée, c'est 0, 1, 0, 0, la tête est là, bah, je vais utiliser une marque spéciale, %, par exemple. Si la tête de lecture est là, au lieu d'écrire 0, 0, 1, 0, 0, je vais écrire 0, 0, 1, %, 0, 0. Je saurai que c'est là que la tête de lecture. Il faut aussi savoir dans quel état on est. Il va falloir, à la fin, au début de l'entrée, par exemple ici, entre les deux,
dire l'état où on est. D'accord. Et donc, on va avoir une machine de Turing capable d'exécuter une métier arbitraire. Ça s'appelle une machine de Turing universelle. Je le mets en gras, c'est une notion importante. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette machine? Elle va passer son temps à consulter quel est le prochain état. Oui, là, dans le collage que j'ai mis tout à l'heure, sur les arêtes, il faut aussi représenter le nouveau caractère, d'accord? Le caractère lu, le déplacement, le caractère écrit, il faut l'écrire là-dedans, là, dans chaque truc. Donc vous imaginez que ça, c'est relativement facile à faire, c'est juste très laborieux, quoi. Facile mais laborieux. C'est ça en fait. C'est ça en fait, ce qui caractérise les machines de Turing, d'accord? On peut tout faire, mais c'est facile, mais c'est laborieux. Donc, une fois qu'on a une machine universelle, tout ça, tout cet arsenal, on peut enfin aborder la construction d'un langage non décidable, non reconnaissable par une machine de Turing. C'est le problème de l'arrêt. Voilà. Dans la salle. Euh... Excusez-moi. Donc, le problème de l'arrêt est indécidable. Attendez, je vais vérifier. Voilà. Donc, théorème 18. Oui, on parle de problème, pas de langage, mais c'est pareil. C'est-à-dire qu'un problème, c'est une question qu'on pose, on répond par oui ou par non. Et plutôt que de langage indécidable, c'est plus parlant de parler de problème indécidable. Donc, on ne parle pas de langage indécidable, en vrai, on parle de problème indécidable. Non. Donc, théorème 18. Putain, 18, le problème de l'arrêt indécidable. Donc, tout ce qu'on a fait là, c'est pour construire l'équivalent de ANBN, ANBNCN dans le cadre des machines Turing. Oui, c'est nettement plus compliqué. Je prends le temps d'écrire ce théorème parce que c'est un des théorèmes les plus célèbres de l'informatique théorique. Alors, je vais vous faire c'est une preuve à l'absurde. Et ça, c'est aussi une des preuves les plus célèbres de toute l'informatique.
Supposons qu'il existe une machine Alt qui décide l'arrêt. S'il existe une machine Alt qui décide l'arrêt. Donc, j'essaie de reprendre cette machine. Donc, c'est un ensemble d'états. Là-dedans, je ne mets pas les états, je mets juste l'état initial. D'accord. Là, il y a un ensemble d'états. Un truc que vous connaissez bien avec des flèches partout. Et puis, à la fin, donc, elle est capable de... Elle décide. Hein. Ça veut dire qu'elle s'arrête tout le temps. Mais à la fin, elle dit sa boucle, ça s'arrête. Donc, bon, elle dit, qu'est-ce qui boucle, qu'est-ce qui s'arrête? Ben, c'est l'entrée. Donc, j'écris ici l'entrée entrée égale une autre MT, MT arbitraire, quelconque, et une entrée de cette MT. OK, donc supposons qu'une machine comme ça existe. Donc, c'est certainement une machine universelle. De savoir si ça boucle ou pas, ou si ça s'arrête ou pas, il faut qu'elle simule la machine en entrée. D'accord? Pour avoir une idée. Donc, c'est une machine universelle. Dedans, il y a le mécanisme d'une machine universelle. Donc, on construit dessus, à partir de ça, à partir de Alt, on construit une autre machine diag. On appelle diagonale, elle s'appelle. Alors, elle prend juste un code de machine. Entrée égale un code de MT. Alors, que fait diag? Donc, c'est une machine plus grosse que ça. Donc, diag, elle commence par dupliquer l'entrée. Diag. Elle duplique l'entrée. Donc, si l'entrée s'appelait X, à la fin, on obtient sur l'entrée X, X.
On a fait ça en TD avec certains. Et puis après, finalement, on se retrouve avec un truc en deux parties, une empty quelconque et une entrée. Donc on peut marcher Alt. Donc on branche sur Alt. D'accord. Et si ça s'arrête, le truc pervers, on continue sur un état qui est boucle. Il ne s'arrête pas. Donc avant, ça s'arrêtait. De toute façon, ça s'arrêtait tout le temps. Maintenant, on rajoute un état un peu pervers qui fait que là où ça s'arrêtait avant, bah, ça va se mettre à boucler. La machine va se mettre à boucler. Elle ne s'arrêtera jamais. Ah, c'est une construction à la fois très simple et très compliquée. Alors maintenant, sommet de sommet d'abstraction, faites Diag. Mais c'est une machine. C'est une machine de Turing. Point d'exclamation. Tout ce truc-là, bah, c'est une machine Diag. Elle est un peu bizarre. Bah, elle est construite euh, pour faire apparaître une contradiction qui laisse stupéfait, qui, comment dire, qui laisse sans voix, ça laisse sans voix. Alors voilà la contradiction. Donc, je rappelle, on fait un raisonnement par l'absurde, hein. On suppose qu'il existe alt et on arrive à un truc absurde. Quelle est cette absurdité? Ben, on obtient une absurdité en faisant marcher diag sur diag. On fait tourner diag sur l'entrée diag. Ça peut être diagonale, hein. Alors pourquoi il y a une contradiction? Alors, diag de diag boucle, si et seulement si, on arrive là. Parce que de toute façon, ça s'arrête tout le temps. Ça dit que ça boucle ou pas, d'accord? Donc si ça boucle, c'est qu'on arrive là. Mais si on arrive là, ça veut dire que alt disait que diag sur diag s'arrêtait. Là, voilà. Là, donc c'est absurde. On obtient que diag sur diag boucle, c'est seulement si diag sur diag, ça termine. Voilà, c'est voilà.
Voilà, c'est la preuve la plus célèbre de l'informatique, je pense, parce qu'elle est très abstraite. Et c'est très difficile à se représenter, quoi. J'ai essayé de vous la faire de façon parlante, que vous suivez les étapes. Alors, une fois de plus, hein, là, j'ai un petit exercice pour bien montrer la différence entre oui et non. On ne peut pas répondre oui et non si ce langage s'arrête. Par contre, on peut répondre oui. C'est-à-dire que l'ensemble des mots qui représentent des MT qui s'arrêtent. Alors, on n'utilise pas le mot reconnaissable. Dans le vocabulaire, on dit il est, je vous l'ai dit, hein, récursivement énumérable. C'est un peu comme reconnaissable, mais pareil. On peut les énumérer. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tourner la machine universelle dessus, et puis ça s'arrête. On imprime le mot. On répond oui, ça s'arrête. Et un jour, ça va s'arrêter, ça s'arrête, donc ça a marché. Par contre, tu ne pourras pas répondre non, d'accord? On peut répondre oui, mais pas oui, non. Voilà, donc, un truc qu'on peut noter en examen, c'est la compréhension de l'étudiant que oui et non, c'est pas du tout pareil. Oui, c'est facile. Oui et non, c'est difficile. Ok, on arrive sur la fameuse thèse de Church-Turing. Attends. Alors, je vous ai souvent dit, j'ai répété plusieurs fois, que les machines de Turing, ça représente un ordinateur, en fait. Tout ce qu'on peut calculer, c'est tout ce qu'on peut faire avec une machine de Turing. C'est la thèse, d'accord? Et il y a deux points de vue. Alors, là, on va voir le point de vue de calcul pur, calcul sur Turing, calcul en général. Donc, dans la faisabilité, en potentialité, ce qu'on peut calculer, d'accord? Ça, c'est de la décidabilité. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? On peut le faire. Pour interrogation. Des fois, je peux voir pourquoi mon téléphone il rend flou. Mon image est floue. Là, ça va, c'est net. C'est la décidabilité. Et puis, il y a le point de vue de la complexité aussi. Et aussi le point de vue de la complexité. On peut le faire.
Et on rajoute aussi en temps raisonnable. Et ça, c'est le point de vue de la complexité. Ben, là aussi, Turing est représentatif. Là aussi, Turing. Et représentatif, c'est-à-dire que tout ce qui est calcul en temps raisonnable se calcule en temps raisonnable sur Turing. Non seulement ça représente tout ce qui calcule, mais ça représente tout ce qui calcule en temps raisonnable. Donc ici, on va voir, on va considérer ce point de vue-là. D'accord. Celui-là, je ne pense pas que j'aurai le temps de l'aborder trop, un peu. Je pense pas. J'ai été un peu plus lent quand même avec l'effet de faire à distance. Mais c'est pas plus mal parce que d'ordinaire, je fais les choses trop rapides. Donc, on va montrer ici que le modèle de Turing est un modèle de calcul général. Alors, ça ne peut pas démontrer ça, hein. C'est un postulat en fait. Donc, on peut considérer des modèles qui ont l'air assez puissants et montrer qu'ils sont équivalents. Alors, le modèle puissant par excellence, c'est le programme écrit en C++. Ça, ça c'est solide, ça. Je, bon, je veux dire en C++, enfin, en langage évolué. Ça, vous dites, ça représente bien le calcul. Après, il y a un modèle plus simple. Ben, langage machine. En fait, en version abstraite, en version maths. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Voilà, des registres. Adressable. Et des instructions. En nombre fini. Qui contiennent des entiers. Non bornés. Donc, c'est là où se cache l'infini dans les entiers. D'accord. Il faut y avoir l'infini quelque part, hein. Parce quand on calcule, on a besoin de mémoire a priori non bornée. On a un registre particulier, R. R pour faire des opérations. Voilà. Ça s'appelle une machine RAM. Bon, en vrai, c'est un langage assembleur. Et le modèle 3, c'est nos MT. Donc, on va montrer que le MT représente le calcul en général. On va montrer que
peut n'importe quel programme écrit en niveau, on peut le simuler par IMT. On passe par un truc intermédiaire. On ne peut pas aller directement de là à là. On va d'abord de là à là, de là à là, de là à là. Bon, pour simuler le modèle 2 par le modèle 1, en fait, c'est un compilateur, tout simplement. Le compilateur, il prend un programme C++, et qu'est-ce qu'il fait? Il génère une machine RAM, une suite d'instructions qui manipulent des registres pour faire ce que fait le programme. Donc, le modèle 2 peut simuler le modèle 1. Simuler le modèle 2 par le modèle 3, ben, ça passe par un codage laborieux et facile, comme d'habitude. Ce codage, il va falloir, sur le ruban de Turing, présenter tous ces registres, par exemple, séparant par des marques, d'accord. Registre 1, il va représenter aussi le programme de la machine RAM. Bon, c'est aussi un graphe avec des états qui transitionnent, hein, ça boucle. Il va falloir simuler ça. Et un truc que je n'ai pas insisté assez, c'est que chaque fois qu'on simule, on fait des balayages, on consulte la machine, on va modifier le truc, on fait comme ça, on consulte. C'est valable tout le temps, ça, hein. On faisait ça aussi tout à l'heure avec la machine universelle, hein. On passe son temps à balayer le ruban. C'est une notion qui est importante à. Et si on veut enfin simuler, pour montrer cet équivalent, si on veut simuler ça, eh ben, il suffit de programmer une MT machine learning en C++. Voilà. OK, donc MT simule RAM qui simule C++, qui simule RD. Donc, c'est j'écoute. Ils sont tous équivalents.
Ok, donc ça c'est juste certains modèles de calcul, c'est plus RAM, hein. En fait, il y a donc tous les modèles de calcul qui ont été inventés. Qui ont été proposés. On a montré l'équivalence avec les machines de Turing. Donc, donc on est convaincu de la thèse de Church-Turing, en particulier le modèle de Church qui s'appelle lambda calcul, je crois. Donc c'est pour ça que Church il a joué un rôle là-dedans. C'est ça qu'on appelle ça la thèse de Church-Turing. D'accord. Tout ce qui est calculable se calcule sur NMT. C'est une thèse, c'est un postulat, c'est pas un théorème. Ça ne peut pas se démontrer parce que, je sais pas, peut-être qu'un jour, hein, quelqu'un viendra avec un système qui calcule et on montrera que ça ne peut pas se simuler, mais ça paraît invraisemblable. Voilà. Il nous reste 37 minutes pour aborder des choses encore plus compliquées. Je crois que c'est un peu compliqué ce qu'on a fait là. Ça va devenir encore un peu plus. Je vais essayer toujours de garder un rythme tranquille pour ne pas vous perdre. Je vais maintenir mon nombre de participants à 25. Donc, on arrive sur la NP complétude. Bon, c'est NP complet, PNP, c'est des notions qu'on entend souvent parler. Et vous êtes des étudiants en L3, c'est bien que vous sachiez ce que ça veut dire. Donc là, on va faire intervenir la complexité. Alors, vous n'êtes pas très fort en complexité, il faudra que je fasse quelques rappels. D'abord, 16.1, une remarque. Jusqu'à présent, les machines répondaient oui ou non, d'accord? Disaient oui, non. Bon, elle peut faire plus que ça. Enfin, elles peuvent aussi calculer des fonctions partielles. Hein. Je peux montrer x, x. Si c'est vrai. Ça, c'est partiel, parce que ça peut ne pas t'arrêter. F de x égale ce qui
et sur le ruban. Tout simplement. C'est la définition 20. Tout simplement. Donc, on a fait en TD une MT qui calcule n vers n plus 1. Donc, notre machine calcule des fonctions maintenant. Ce sont des machines plus utiles. Parce que c'est ce qu'on vient de faire en général, c'est calculer des fonctions. Dans un programme, on a une entrée, une sortie, c'est la fonction. Donc, on a un petit théorème là marrant, c'est qu'il y a des problèmes non décidables, il y a aussi des fonctions non calculables. Donc, la fonction max, il y a n associé le temps max des machines à n état. Entrée nulle. Parce que l'entrée, on peut la mettre dans la machine. Donc, on peut considérer l'entrée nulle. N'est pas calculable. Qui s'arrête, hein, bien sûr. Qui s'arrête. Donc, c'est une fonction comme ça, concrète. On considère toutes les machines à l'état qui s'arrêtent. Et lorsqu'elles s'arrêtent, on enregistre le temps. Il y en a une qui met 10 secondes, l'autre qui met 20, enfin 10 transitions, 20 transitions, 1 milliard de transitions. On enregistre le max. Une fonction toute bête, elle n'est pas calculable. Il n'existe pas de machine qui la calcule. Je prends le temps de donner ce théorème parce que je trouve ça fera plus l'esprit, je trouve, de dire on peut construire des fonctions, on peut définir des fonctions concrètes qui est un entier associé à un entier, tel que aucun programme ne peut les calculer. Propre l'esprit. Ben oui, parce que si elle était calculable, pas absurde, on peut souvent les croire pas absurdes dans le business. Hein. Si c'était calculable, le problème de l'arrêt serait décidable. Ah oui, parce que pour savoir si une machine s'arrête, on attend le max, et si au bout du max, la machine n'est toujours pas arrêtée, alors elle va boucler. Il suffit d'attendre. Max. Bonne seconde d'état. Je prends le temps de donner ce théorème parce qu'il est assez facile à démontrer. Et ça rappelle. Alors, dans ce chapitre, donc on va parler de
NP et le N, ça veut dire non déterministe. On va considérer la machine de Turing non, le N, déterministe. C'est une notion qui est très abstraite. Les automates à piles non déterministes, c'était plus difficile que les automates d'état fini non déterministes. Vous avez du mal à vous approprier le formalisme. Vous vous souvenez quand on a fait par exemple l'automate à piles non déterministe qui reconnaît les palindromes, faire une transition non déterministe quand on est arrivé à la moitié du mot, pour dire maintenant on arrête d'empiler, on va commencer à dépiler, à reconnaître l'autre moitié. Cette transition elle est vraiment non déterministe, il n'y a aucun moyen de la décider. Et comme vous n'avez pas trop l'habitude de ça, ça vous est difficile à trouver. Non. Alors là, c'est un cran. On va un cran plus loin parce qu'on a un dispositif qui calcule de façon arbitraire. D'accord. Donc, comment on le connaît, une machine non déterministe? Ben, comme pour les automates civiles, il suffit qu'il y ait un seul chemin parmi tous les possibles. Pour que ça marche, d'accord? Ça veut dire que si à chaque pas, il y a un choix possible, on peut supposer que c'est le bon choix qui est pris. Donc, si on cherche une solution à un problème, par exemple, savoir si dans un graphe, tous les sommets, non, il existe un cycle de longueur 4. Hein. Je prends l'exemple de problème simple. Voilà. Un cycle de longueur 4. Voilà, c'est un truc comme ça. On va savoir si dans un graphe, il y a un tel cycle qui se cache. Où les sommets sont numérotés. 0, 1, 2, 4, 5. Donc l'entrée, ce sera un gros graphe avec plein de connexions. On va savoir si dedans se cache un cycle de longueur 4. Qu'est-ce qu'il suffit de faire avec une MT non déterministe? Donc, supposons que mes sommets qui forment un cycle de longueur 4, c'est 0, 10, 1, 2, 10, 14. Eh bien, il suffira de donner la solution. On peut supposer que la solution est donnée. Ça paraît assez invraisemblable. Je l'écris en majuscule. Alors, donc, sur le ruban, il y aura marqué dièse 1, dièse 2, dièse 10,
14. En plus du graphe. Et ce que fait la MT ND, c'est juste de vérifier que c'est bien une solution. Pour arriver sur l'état final. Elle va consulter le graphe, elle va vérifier qu'on a bien 1 qui est connecté à 2, 2 connecté à 10, 10 à 14, 14 à 1. Et pourquoi on peut supposer que la solution est donnée? Parce que de façon non déterministe, on peut écrire n'importe quelle suite de sommets, même le dièse 1, dièse 1, dièse 1, dièse 1, dièse 1, qui est évidemment pas ainsi, parce que c'est le même sommet qui est répété 4 fois. Quoi. On s'en fout. Avec TMT, on peut faire un programme bête et méchant de 4 transitions qui écrit 4 sommets, aléatoirement. C'est non déterministe. Il suffit qu'on soit bien inspiré, qu'il y ait un oracle qui dise ah, tu vas écrire 1, tu vas écrire 2, tu vas écrire 10, tu vas écrire 14. Mais on a le droit de supposer ça, puisque une machine non déterministe explore. Il suffit qu'il y ait un seul chemin parmi tous les chemins possibles. On va faire ça. Par contre, ce qu'il faut quand même, c'est vérifier que le truc est solution de problème. Ça, c'est quand même un boulot à faire. C'est le seul boulot qu'il y a. Donc voilà, en grosso modo, une machine non déterministe, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vérifie qu'une solution est bien une solution. Il y a considérablement moins de boulot, mais il y a quand même un peu de boulot. Alors, est-ce qu'on peut enlever le non-déterminisme? Oui. On peut simuler une MTND par une MTD. Notez bien qu'on n'a pas un peu vu ça en cours, mais a priori, on peut simuler un automate déterministe par un automate déterministe, mais pour les automates à pile, je ne crois pas qu'on peut. Ou pour les machines on peut. Grosso modo, on fait une exploration à largeur. De l'arbre des exécutions possibles. En faisant des forks. Fork, vous savez ce que c'est? C'est quand un process lance un autre process à chaque choix. Donc, sur notre ruban, en fait, on ne va pas simuler une machine, on va simuler une chaîne machine, d'accord, MT1. Je vois qu'il y en a l'une d'entre elles qui fait un. Alors,
On les simule une par une, on visite un, deux, la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Chaque fois, on fait un balayage systématique. Et je vois qu'il y en a une qui fait un choix. Par exemple, mettons, on a fait MT1. Donc, on copie MT1. Il n'y a pas eu de choix. Bon, cool. Dans MT2, il y a un choix. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va considérer deux machines, MT2 et MT2'. D'accord? On fait un fork. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on repousse toutes celles-là plus loin, d'accord? Dans la place. MT3 va se retrouver là. Après, on va à la suivante. Et donc, voilà. C'est facile, mais laborieux. C'est-à-dire que. Ouais. Et ça va prendre un temps exponentiel. Ça prend un temps exponentiel. D'accord? Parce que un choix à chaque instant implique le nombre de machines est multiplié par 2 à chaque instant. Donc, si la machine. Alors, il y a une classe particulière. Je n'ai pas trop le temps de parler de complexité, il reste un quart d'heure. Il y a une classe particulière qui s'appelle non déterministe. Les MT qui sont non déterministes. Hein, et qui s'exécutent en temps polynomial. Ça s'appelle la classe NP. C'est-à-dire, pour terminer, ça prend un temps polynomial en la longueur de l'entrée. En la longueur de l'entrée. On va s'intéresser à cette classe-là parce que c'est la classe. euh, Bizarrement, c'est la classe la plus connue. P et NP. Souvent, donc, NP, ça veut dire que pour tester, nécessaire, c'est le temps pour vérifier une solution, en fait. Pour vérifier une solution. En général, ce temps il est même linéaire, d'accord, mais bon, ça représente vraiment beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes que il faut juste un temps polynomial pour vérifier une solution bien une solution. La majorité des problèmes. C'est tous les problèmes. Bon, ben, ce qu'on va te montrer, c'est qu'on peut simuler ça par une MT, une machine Turing non déterministe, mais ça va prendre un temps exponentiel. Donc le temps polynomial se transforme en un temps exponentiel. Donc, on exprime ça en disant NP est inclus dans exp. Exp qui est la classe des problèmes qu'on résout en temps exponentiel. Sur une machine déterminée. Il ne me reste plus qu'un quart d'heure. Donc, vous voyez que
d'un seul coup, rentre sur la scène notion de complexité. Donc là, on a parlé de MT et de MT. À chaque fois, je dis NP, je parle de machine Turing non déterministe polynomiale. Je dis X, je parle de machine Turing exponentielle. Donc on aimerait bien que ces notions soient également générales, d'accord? Donc on arrive au 16.3. Peut-on parler? La question c'est peut-on parler de P, polynomial, NP, X, indépendamment des MT, c'est-à-dire une notion de calcul général, d'accord? Une notion de calcul général. Peut-on dire un problème se résout en temps polynomial, en temps exponentiel, en temps polynomial, mais avec du non-déterminisme, sans préciser avec quel support. Si c'est avec une machine engineering, si c'est avec un système de poste, si c'est avec du de calcul, si c'est avec un langage machine. Et bien la réponse est oui, parce que ces classes sont très générales. D'accord. Polynomial et exponentiel, c'est quand même très, très différent. Et non-déterminisme exponentiel aussi. La réponse est oui. Donc c'est ça qui excite tous les gens qui font la théorie de la complexité, c'est que on peut parler de la complexité d'un problème de façon intrinsèque, sans faire intervenir la machine qui va le résoudre. C'est quand même assez marrant. Quand ils ont découvert ça, je crois que c'est dans les années 50, 60, ben, ça a excité un tas de monde. Ils se sont dit, tiens, il y a des classes de complexité qui existent, de problèmes, plus de conscience. Donc, il faut faire intervenir sur la complexité. Je ne vais pas y venir sur la complexité, vous avez déjà vu ça. C'est définir un facteur. Je vais juste dire que la complexité, faut considérer, faut écrire les choses proprement, d'accord? Donc, il faut considérer le pire cas parmi toutes les exécutions possibles. Il faut considérer un facteur constant près. D'accord? On ne dit pas que le nombre de temps pour exécuter un programme, c'est 23 N2 plus 3N plus 10. On dit que c'est O de N2. C'est quadratique. Et donc, on ne va même pas dire ça. On va dire que c'est polynomial, juste. On s'en fout. On s'en fout de l'exposant. Ça peut être N3, N4. D'accord? Parce que ça reste petit par rapport à l'exponentielle. D'accord? Par rapport à exponentielle. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est distinction polynomiale, qui signifie quand même faisable, et exponentielle, qui signifie quand même infaisable. En vrai, sur un ordi. Je t'intéresse juste à cette distinction. Donc, le premier truc qui est démontré, c'est que ces classes existent indépendamment de la machine. Indépendamment de la machine. Ah oui.
Ben, donc, c'est. Hmm, alors, il faut faire intervenir la notion de balayage. Donc, ce qu'on va montrer, on va expliquer, pas démontrer. On va expliquer que si un prog prend une complexité f de n en temps, parce que j'ai la complexité dans l'espace, bon, en temps, c'est toujours en temps que je considère l'autre, avec un prog C++, alors il aura une complexité f de n au carré sur une MT. C'est juste un carré qui vient s'installer. En gros, c'est ça ça va être chaud pour moi d'intervenir dans la classe NP, la classe P. Bon, je vais pas avoir le temps, c'est pas grave. Bah, en gros, c'est parce que autant T, lorsqu'on alors, si on simule, j'appelle P le programme. Si on simule P sur l'AMD, autant T, le ruban occupé aura une taille T. Il aura une taille T. Pourquoi? Parce que une taille O de T, en fait, proportionnelle au temps. Parce qu'on a mis un nombre, la taille nécessaire pour stocker ce qui se passe au temps T est proportionnelle, elle est au maximum inférieur à T. Et on va la parcourir. Avec ça, il faut considérer qu'on va faire un nombre de balayages fixe. Pour simuler une transition. Bon, au lieu de prendre un prompt fixe, je prends un prompt langage machine. D'accord, un prompt langage machine, c'est plus parlant. D'accord. Langage machine RAM, là, de mon modèle RAM. Parce que là, on comprend mieux. Donc, un nombre de balayages fixe pour simuler l'étape T de la RAM. Donc, si on met ça ensemble, eh ben, pour simuler l'ensemble du truc, donc on a F de n étapes sur la RAM. Et nous, pour notre machine de Turing, on aura la place 1, 2 au carré, 3 au carré, jusqu'à F de n au carré. Et quand on fait la somme de tout ça, on obtient. Non, je dis une connerie.
Pour les étapes 1, on a juste, ici, on a 1, 1, 1, 1. C'est chaque fois une étape, d'accord? Ici, nous, on aura cette somme-là, d'accord? En grand taux, ça peut être multiplié par un coefficient. Donc, à la fin, quand on fait la somme, on obtient ben, 1 plus 2 plus 3 plus f de n égale O de f de n au carré. Mais un truc qui était polynomial ici, comme par exemple n au cube plus 2n plus 1, ça reste polynomial quand on met au carré, ça devient n puissance 6 plus des cacahuètes, d'accord? Donc P reste P et exp reste exp. Le temps augmente, c'est sûr, mais la classe reste identique. Distinction, la classe est stable, on peut dire. Donc non seulement Turing, d'un point de vue de la décidabilité, modélise ce qui est calculable, mais aussi d'un point de vue de la complexité. Donc j'aimerais dans les 2 minutes qui restent parler de NP complet. Donc on a montré que la conclusion du cours, si vous voulez le truc le plus compliqué du cours, d'accord. J'aimerais vous expliquer le programme P égale NP, bon, le problème le plus célèbre de l'informatique. Et ce que veut dire que NP complet. Alors P égale NP, je commence par ça. P égale NP, on sait que NP est inclus dans S, que je l'ai montré. P est inclus dans NP, puisque, a priori, si on peut le faire en déterminisme, par en déterminisme. Et on ne sait pas, bizarrement, sur P égale NP. C'est le truc le plus stupéfiant en informatique. Ça a l'air évident, personne n'a jamais réussi à le trouver. Ça semble improuvable. Il y a des gens qui ont passé toute leur vie à essayer de trouver ça. Le contraire, l'inclusion est stricte. Bah, ils n'ont pas réussi. C'est un truc marrant de l'informatique. Et maintenant, le fait que NP complet signifie pourquoi un problème NP complet est synonyme de difficile. En informatique, il y a toute une catégorie de problèmes NP complets, d'accord? Alors, je vais en citer. Le voyageur de commerce. Un des problèmes le plus célèbres, c'est le problème du voyageur de commerce. Le voyageur de commerce, c'est parlant. Il doit faire la tournée à travers un certain nombre de villes pour que minimise son trajet, d'accord? Bon, c'est un peu complet. Donc, quand on veut résoudre un problème informatique et qu'on sait que c'est un peu complet, on sait que c'est difficile, ça veut dire quoi que c'est difficile? C'est-à-dire qu'il existe seulement des heuristiques pour le résoudre. D'accord. Vous n'avez pas trouvé pas d'algo parfait en complexité qui n'appartient pas à X. D'accord. Effectivement, si vous avez la complexité exponentielle, vous allez pouvoir trouver l'algo parfait. Mais sinon, vous allez pas de heuristique. Pourquoi? Pourquoi NP complet implique ça? Parce que NP complet, ça veut dire. Il faut comprendre ce que ça veut dire qu'NP complet. Pour ça veut dire qu'NP complet, ça veut dire. Un problème complet, ça veut dire tout problème NP. Donc, ça, c'est un truc un peu difficile à comprendre, mais tout problème. Alors,
Alors, P et NP complet. Bon, j'ai écrit ça, un problème. J'ai écrit ça tranquillement. Ça va me prendre 2 minutes. Un problème. Petit p. Et dit NP complet. Si tout, je souligne, problème NP, n'importe quel autre, problème P', peut se réduire à petit p en temps polynomial. Donc, s'il existait un algorithme polynomial, un algorithme efficace pour résoudre P, on pourrait en déduire un algorithme pour résoudre tous les problèmes NP, et en particulier tous les problèmes NP complets, qui sont NP. Donc, il y a des bouquins énormes qui listent tous les problèmes NP complets. Voilà. La notion de P se réduire, ça vous est difficile à comprendre parce qu'on n'a pas vu d'exemple. L'exemple canonique, c'est le problème SAT, satisfiabilité. C'est l'exemple canonique de problème NP complet. Satisfiabilité. Pour comprendre réduire, il faut considérer un problème NP, SAT, et montrer qu'il est NP complet. C'est-à-dire coder n'importe quel problème NP dans SAT. Et là, on comprend ça mieux. Donc, il y a une liste énorme de problèmes NP complets. En fait, c'est assez courant dans NP complet. Ils ont découvert ça je sais pas, dans les années 70. Donc, ils ont commencé à compiler des listes de problèmes qui vérifient qu'on peut coder n'importe quel problème NP dedans. C'est des problèmes, c'est un peu comme des langages de programmation, ces problèmes. En fait, hein. Ça va coder dedans. De la même façon, on code n'importe quoi avec des Turing, on code n'importe quoi avec ces problèmes. Donc, si on en résout un facilement, ça veut dire qu'on les résout tous facilement. Et comme il y a une liste vraiment très impressionnante, on se dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça, c'est pas possible. C'est pour ça que NP complet veut dire difficile. Voilà la conclusion de mon cours sur les langages formels. La semaine prochaine, on fera soutien. C'est lundi. J'enverrai un message. Ouais, moi, peu, c'est flou. Ouais. Je suis désolé. On voit flou. Parfois, on voit flou quand je mets la main ici. J'essaie de mettre la main ici. Bon, je suis un peu en retard. On commence à 10h20. À 10h20, le TD. Je vous remercie pour votre attention. À tout de suite. Allô, monsieur?
Oui, Euh, je- Excusez-moi, s'il vous plaît, je peux avoir ma note de partielle de élève, s'il vous plaît? ça va venir, ça va venir. Monsieur, bonjour. Oui, Oui, c'est Keïssa. Je n'ai pas encore eu ma note de partiel aussi, parce que j'ai entendu la demoiselle qui parlait de ça. Voilà. oui, oui, il faut que je corrige le devoir. J'ai eu des problèmes de main, ça m'a retardé. Je considère que j'ai fait un travail significatif pour donner ces notes aux étudiants qui étaient suffisamment sérieux pour être là, et qui n'étaient pas suffisamment sérieux pour être là. Je considère qu'ils peuvent attendre. C'est Monsieur, clair? excusez-moi de vous interrompre, mais la dernière fois, pour le groupe 3, il n'y avait pas ma copie dans celle du groupe. Quand vous avez donné Est-ce que les... c'est ma faute? Excusez-moi, je suis un peu agressif. Je suis un peu agressif, je m'excuse, je ne peux pas me retenir. Je sais que vous êtes autant de personnes inconsciemment, et moi aussi, c'est une de mes premières priorités de finaliser ces notes, vos notes de devoir. Euh, mais c'est compliqué parce que vous envoyez des post-scripts qui sont pas les, vous n'avez pas tous envoyé des PDF, en plus, il paraît, j'ai des problèmes de main, c'est compliqué. Je sais que vous avez des notes, c'est une de mes priorités de faire en sorte que vous ayez des notes qui signifient quelque chose à la fin. Vous aurez ça, ne vous en faites pas. L'important, c'est pas d'avoir une note, l'important, c'est d'apprendre la matière. Vous aurez votre, je sais bien que les notes, c'est super important aussi. Et là, j'aimerais faire une pause. C'est possible? Merci. Je vais attendre juste.